Lorsque notre premier roi catalan, Alphonse I, s'éteint à Perpignat, il a tout juste 40 ans. C'est-à-dire qu'il disparaît à un âge où, en pleine maturité, on peut encore accomplir de grandes choses. C'est son fils, père, qui va lui succéder, et lorsqu'il est couronné en mai 1196, il n'a pas encore 20 ans. Ici les signatures de Alphonse I, sa femme, la reine Sansa, le fils, Pere, le nouveau roi. Autant son père Alphonse était un gouvernant prudent, sûr et lucide, autant Pere I, représenté sur ce parchemin, est un souverain généreux certes, mais souvent léger, dépensier, imprévisible. L'un de ses premiers déplacements sera pour notre bonne ville de Perpignat, où il arrive en février 1197, entouré d'une grande cour. Et il accorde spontanément à la ville une charte communale. C'est-à-dire que Saint-Perpignanais, ni des nobles, ni des ecclésiastiques, élus pour un an, vont gérer la ville. C'est le consulat. Le roi nomme le bagne qui va le représenter. Évidemment, en ce XXe siècle, il est difficile d'imaginer ce que représentait au XIIe siècle une charte communale. Mais à cette époque, c'était une avancée politique et sociale extraordinaire. Et je vais vous raconter une anecdote réelle qui s'est déroulée un petit peu plus tard, mais qui nous permettra de bien comprendre. Il y avait à côté de Palau d'Olvidre un seigneur appelé Jordi de Villeclara. Un jour, un certain Guillaume Coll, qui avait habité Villeclara, a un démêlé avec ce seigneur. Alors, Jordi de Villeclara le fait arrêter. Il le jette dans les prisons de son château avant de le faire juger par ses officiers de justice. Et on se doute que cette justice seigneuriale n'était pas toujours impartiale. Or, Guillaume Coll habite maintenant Perpignan. Son nom est inscrit sur les registres de la ville. Il ne dépend plus du seigneur de Villeclara. Son serment de fidélité ne tient plus. Grâce à la charte de Perpignan, ce n'est plus les officiers du seigneur qui doivent le juger, mais les magistrats de la ville. De plus, si le seigneur refuse de relâcher Guillaume Coll, les gens de Perpignan ont le droit d'armer des soldats, on appelle ceci la main armade, et de les envoyer auprès du château de Villeclara. Et s'il y a des blessés, s'il y a des morts ou des destructions, le roi promet qu'il n'y aura aucune poursuite. Alors le seigneur est bien obligé de relâcher Guillaume Coll. Mais il ajoute menaçant, si un jour Guillaume Coll, sa femme ou ses enfants sont en mon pouvoir, je les jetterai en prison, je les priverai de soleil, de la lune, de l'eau, de la nourriture. Et els farem menjar els uns par els altres. Je les ferai manger les uns par les autres. Bon, évidemment, tous les seigneurs ne ressemblaient pas au seigneur de Villeclara. Mais par cette anecdote, on aperçoit l'importance d'une charte communale. Et on comprend pourquoi les gens quittent les campagnes pour s'installer dans les villes qui bénéficient d'une charte. Revenons donc à notre roi Pere I lors de son passage dans notre bonne ville de Perpignan.
Le roi, entouré de sa cour de nobles, de prélats, de seigneurs, de chevaliers, de conseillers, de familiers, tous magnifiquement vêtus, se dirige vers Collioure. Là, au château, un festin les attend. On va accueillir les troubadours, écouter leurs poèmes d'amour courtois. Et chacun sait que le roi se montre généreux si l'artiste le mérite. Écoutons les conseils qu'un troubadour donne à un débutant. Si tu as l'intention de jouer devant la cour du roi Pierre Ier, voilà ce que tu dois savoir faire. Jouer et sauter, jouer le dé, lancer et prendre des pommes et des couteaux, jouer du tambour, des castagnettes, de la cithare, la guitare à 17 cordes, puis sauter au milieu de 4 cercles, imiter le chant des oiseaux, faire danser les marionnettes, puis raconter les histoires de Troie, d'Ulysse. Oui, si tu ne montres pas les meilleures choses à la cour du roi, ne te plains pas si la paix est petite. Alors, est-ce un troubadour? Est-ce un troubadour qui a écrit au XIIIe siècle l'une des plus belles chansons catalanes que nous connaissons tous? Écoutez. Molvé. Bien. Et maintenant, passons à l'activité politique de la Maison de Barcelone. Et pour cela, regardons une carte de la Méditerranée. Le roi Père Primé poursuit la politique de ses ancêtres. Son frère est comte de Provence, sa sœur est mariée à Raymond VI, le comte de Toulouse. Quant à lui, Père, en 1204, il épouse Marie, l'héritière de la seigneurie de Montpellier, où d'ailleurs il accorde une charte communale identique à celle de Perpignan. Son autre sœur est mariée au roi de Sicile. C'est ce qu'on appelle l'expansionnisme de la Maison de Barcelone. Or, tout ce bel édifice, édifié patiemment par ses ancêtres et par lui-même, est menacé par un événement qui, au départ, paraît inoffensif. C'est la religion cathare dont nous avons déjà parlé. Plus le temps passe et plus le piège se referme. Lorsque Père Primé épouse Marie de Montpellier, durant l'été 1204, rien n'est encore joué. En novembre 1204, le roi va à Rome pour se faire couronner par le pape Innocent III et il lui promet de combattre les cathares. Aïe, aïe, aïe. Promesse imprudente. Car lorsque le roi retourne en pays catalan, il se rend bien compte qu'il ne peut s'attaquer aux cathares. Soit
ce sont ses amis, soit ils font partie de sa famille. Alors le pape Innocent III, décide de suivre les conseils de son prédicateur qu'il avait envoyé à Toulouse. Et que disait ce prédicateur au Cathare occitan? Là où n'arrive pas la bénédiction, arrivera le bâton. Et le pape Innocent III se tourne alors vers le roi de France et il décide la croisade. 50 000 hommes du Nord envahissent, puis ravagent l'Occitanie. En 1209, Béziers est saccagé, 15 000 morts du côté occitan. Personne ne s'attendait à de telles atrocités. Ainsi commence dans le sang la croisade des Albigeois. Pendant ce temps, le roi, père Primé, est écartelé entre le désir de soutenir les seigneurs occitans qui lui ont prêté serment de fidélité, mais qui soutiennent les Cathares, et le désir de rester fidèle à l'Église de Rome. Alors, que faire? Or, durant cette même période, un autre danger surgit. Dans le sud de la péninsule ibérique, une immense armée musulmane menace les royaumes chrétiens. Or, vers l'an 1200, la péninsule ibérique est composée de plusieurs royaumes. Léon, Portugal, Navarre, Castille, Aragon, associé à la Catalogne. Face aux dangers musulmans, les chrétiens de ces royaumes s'unissent. L'issue de la bataille est incertaine. Mais grâce à l'effort prodigieux des 3000 Catalans et Aragonais, commandés par Père Primé, les troupes musulmanes sont écrasées. C'était aux Naves de Tolosa en 1212. Et notre roi, Père Primé, sort véritablement auréolé de cette victoire. D'ailleurs, il est récompensé par le pape. Et le roi portera le nom de Père Primé el Catholique. Et voilà, lorsque le roi, maintenant, rentre à Catalogne, on l'informe que la crise cathare s'est aggravée. Les châteaux occitans sont pris les uns après les autres par les troupes de Simon de Montfort. Et lorsqu'on voit ces forteresses, elles paraissent pourtant imprenables. C'est que, à force d'expérience, Simon de Montfort a amélioré
les techniques du siège. Observons-les. On peut prendre le château d'assaut en escaladant des échelles. On peut enfoncer la porte avec un bélier. On peut, en se protégeant d'un toit, creuser la muraille, puis allumer un grand feu pour faire éclater la pierre et ainsi ouvrir une brèche. On peut envoyer un grand nombre de pierres à l'intérieur du château pour défoncer la citerne d'eau. On peut, par l'intermédiaire d'une tour, pénétrer dans la forteresse. Pendant ce temps, les assiégés ne restent pas inactifs. Fort aimablement, ils envoient des flèches, des pierres, de l'huile bouillante. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour repousser l'agresseur. Donc, de retour à Catalogne, notre roi, Pere I, constate que l'Occitanie est horriblement ravagée. Il voit bien que maintenant il ne peut plus reculer l'heure du choix. Alors il choisit. Il choisit le parti de la famille, le parti de Raymond VI, le parti des Cathares. Et il se dresse contre Simon de Montfort, contre le royaume de France, contre la papauté. Voici le sceau du roi Pere I et dessous le sceau de Raymond VI. Et voilà Pere I à Toulouse, où il est véritablement accueilli comme un libérateur. On le reconnaît sur ce parchemin. Les seigneurs occitans et les consuls de Toulouse lui prêtent serment de fidélité en janvier 1213. On aperçoit l'étendue des terres désormais soumises à un seul souverain, le souverain de Catalogne. Le rêve de la maison de Barcelone semble enfin réalisé. Construire un royaume réunissant nord et sud des Pyrénées. Alors voilà, il ne reste plus qu'à chasser Simon de Montfort. La tâche ne paraît pas insurmontable. Les troupes catalanes et les troupes occitanes sont 3 fois plus nombreuses que les troupes françaises. Dans ces conditions, le 12 septembre 1213, c'est l'affrontement à Muret, petit village proche de Toulouse. L'enjeu est considérable. Hélas, l'imprudence et l'inconscience du roi sont incroyables. Il se place à la tête de ses chevaliers. Au premier assaut, il tombe mort. La bataille n'aura duré que quelques minutes. Ainsi se termine dramatiquement le projet catalan d'Outre-Pyrénées. Quelques années plus tard, l'Occitanie, après une résistance héroïque, tombera dans le royaume de France. Aujourd'hui à Muret, 2 monuments rappellent l'union des Catalans et des Occitans et témoignent également de leur douloureuse défaite. Quand le roi disparaît, il est âgé de 36 ans. Il laisse un royaume à moitié ruiné, traumatisé par cette défaite. L'héritier, ce sera son fils, Jaume. Il est âgé de 5 ans. Son père et sa mère sont morts. Beaucoup de difficultés attendent ce jeune orphelin.